Chers étudiants, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que le confinement se passe dans de bonnes conditions et que vous preniez soin de votre santé, des santé de vos proches. Et pour mes chers étudiants africains, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles de la famille dans le pays et Inch'Allah, tout se passera bien. Restons optimistes, voilà, pour que nous puissions surmonter ce problème-là. Bon, je reviens à certaines questions qui m'ont été adressées concernant le premier axe qui est le cadre historique, conceptuel et conventionnel du droit international humanitaire. Alors, je commence primo par les principes et règles du droit international humanitaire. Comme on a déjà soulevé dans les trois premières séances entre nous, on a dit que voilà, la guerre n'est interdite par aucune règle du droit international d'une manière générale. Et voilà, mais la guerre a des limites, bien sûr, a des limites que les États ou les belligérants ils doivent respecter pendant le recours à la force. Et c'est pour cela nous sommes devant ce qu'on appelle les principes et règles du droit international humanitaire. Ce sont majoritairement des principes qui ont été développés dans le cadre de la doctrine du droit international humanitaire, commençant par Grotius, Rousseau et aussi Martens et par la suite par Pictet. Voilà, ce sont des principes qui se sont développés avant même la codification du droit international humanitaire contemporain. Lorsque je dis contemporain, c'est 1949. Et voilà ces principes-là qui ont une base, précisément une base coutumière. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger un livre sur le site du CICR. C'est un livre qui concerne les règles coutumières du droit international humanitaire publié en 2005. Il est téléchargeable. Et ce livre-là, il présente les différentes règles coutumières du DIH et ces règles qui forment vraiment les principes et règles du droit international humanitaire. Voilà. Comme j'ai dit, la guerre n'est pas interdite, le recours à la guerre n'est pas interdit, mais le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi. Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre de personnes, bien sûr, possible. Voilà la conduite des hostilités, bien sûr, comme j'ai déjà soulevé, qui a été notamment les principes qui se sont développés dans le cadre de la doctrine du DIH. Alors la conduite des hostilités, bien sûr, il est régi par ces principes. D'ailleurs, on les nomme les principes cardinaux, qui sont celles, de nécessité militaire, d'humanité, distinction, de proportionnalité, de précaution et d'interdiction d'utiliser certaines armes. Voilà. Comme ça a été bien sûr présenté dans le PowerPoint que j'ai partagé avec vous, ce sont l'ensemble de principes et de règles du DIH. Ces principes, et bien sûr qui sont, à vrai dire, des interdictions, ils s'appliquent à tout type de conflit, qu'il soit international, national, qu'il soit de haute ou de basse intensité. Voilà, grosso modo, on peut dire que si on commence par exemple par les principes de nécessité militaire et d'humanité, ces deux principes, ils visent tous deux, bien sûr, à limiter le comportement des belligérants. Ok, vous pouvez avoir recours aux hostilités, mais attention, il y a des limites, et ces deux principes, ils limitent le comportement des belligérants au-delà des interdictions, bien sûr, formellement consacrées par le droit humanitaire à ce qui est vraiment strictement nécessaire pour atteindre un but militaire légitime, selon bien sûr les circonstances propres à chaque cas d'espèce. On peut dire généralement sur ce principe d'humanité qui est vraiment le principe phare du DIH. Si vous vous rappelez, on a déjà parlé à ce que nous sommes devant une nouvelle conception qui est l'humanisation de la guerre. Vous pouvez avoir recours à la guerre, mais cette guerre, il doit être humaine. Le principe d'humanité, c'est au cœur du droit international humanitaire.
Toujours avec le principe d'humanité, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est le principe primordial du DIH. C'est pour cela d'ailleurs la nomination même vraiment de la branche du droit qui était au début, avant 1977, on nommait le droit de la guerre, le droit des conflits armés, mais après 77, on le nomme le droit international humanitaire pour faire illustrer l'importance de l'humanisation ou de l'humanité dans le cadre des conflits armés. Alors, ce principe-là, il repose bien sûr sur la volonté voilà, d'éviter, dans toute la mesure de possible, les mots superflus engendrés par le recours à la force. Bon, de ce fait, comme on va le voir dans un des exposés, le choix des moyens et méthodes de guerre bien sûr, c'est un choix qui est limité, bien sûr. Comme j'ai dit, allez-y, combattez-vous, il y a vraiment des limites dans les moyens et méthodes de guerre, comme on va voir dans l'exposé prochain. Alors, les belligérants, ils doivent respecter bien sûr les normes du DIH qui tendent vraiment à limiter les effets néfastes voilà, de l'usage de la violence le moment du combat. Alors, comme j'ai dit, si on revient à la base juridique voilà, de ce principe voilà, de l'humanité, je vous conseille, ou je fais appel à vous, bien sûr, de lire un article qui est très, très important. C'est l'article 3 des 4 conventions, ce qu'on appelle l'article commun des 4 conventions de Genève, où certains voilà, juristes le nomment la mini-convention du DIH, c'est l'article 3 commun. Certes que cet article, voilà, il réglemente un petit peu la situation des conflits non internationaux, mais voilà, j'ai devant moi l'article, bien sûr, qui stipule qu'en cas de conflit armé, ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera bien sûr tenue d'appliquer voilà, au moins les dispositions suivantes. Et je partage avec vous, surtout je lis un petit peu le premier paragraphe de cet article 3 qui stipule que les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres voilà, de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessures, détention ou pour toute autre cause seront en toutes circonstances traitées avec humanité. Alors on souligne avec, comme on dit en arabe, on souligne avec voilà, un style rouge, traité avec humanité. C'est ça le vivre, c'est ça le principe voilà, qui règne lors voilà, des combats. Je reprends, seront en toutes circonstances traités avec humanité, sans aucune distinction. Voilà, on va voir par la suite que les principes ils sont liés. On va voir humanité, distinction, proportionnalité, précaution. On verra par la suite. Alors, l'article en continue avec humanité sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune ou d'autres critères analogues. Voilà, comme j'ai dit, c'est vrai certes que je donne juste l'exemple voilà, de l'article 3 qui régit dans une situation de conflit non international, mais c'est le principe qu'on trouve qui est, comme j'ai dit, laissez-moi dire, qui règne, qui est l'essence voilà, du droit international humanitaire, c'est le principe d'humanité. Voilà, on continue par voilà, l'autre principe qui est lié au principe de l'humanité même, conformément à cet article, le principe de la distinction. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par principe de distinction? Avant de passer au principe suivant qui est de distinction, c'est toujours en ce qui concerne le principe d'humanité. Juste un petit rappel, lorsqu'on parle par exemple
voilà, de la première convention, la deuxième convention concernant la protection des blessés et malades pendant les conflits sur terre, la première convention, les blessés malades sur mer, la deuxième convention, la protection des détenus, la protection de la population civile, même le terme protection qui est voilà, qui a une connotation humaine, bien sûr. Voilà, comme j'ai déjà dit, tout à l'heure, il est interdit d'employer des armes ou des méthodes de guerre de nature à causer des pertes inutiles, par exemple, voilà, ou des souffrances excessives. Et si je reviens à l'assise, maintenant je suis avec vous, tout à l'heure j'ai cité l'article 3 commun aux 4 conventions, mais l'assise juridique, on la trouve où, laissez-moi dire, l'interprétation de ces principes, si je peux dire, et des règles du droit international humanitaire, la manifestation de ces principes, c'est les conventions elles-mêmes, bien sûr. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et même les deux protocoles additionnels, surtout de 1977, et même aussi le protocole, le troisième protocole, l'emblème, et voilà, et la signification de protection de l'emblème. Voilà, tout cet arsenal juridique, ou tous ces instruments-là, ils sont là vraiment pour mettre à la fois en valeur et en place le principe d'humanité. Si je prends par exemple les blessés et malades, conformément aux deux premières conventions, elles doivent être recueillies et soignées par la partie au conflit normalement, il les aura en son pouvoir, même le personnel, voilà, les établissements, les moyens de transport, je dis des exemples comme ça, matériel sanitaire, ils doivent être protégés par l'emblème. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez les vidéos qu'on a projetées, voilà, à chaque fois, le moment de juste, lorsque nous parlions au début de la voilà, définition du DIH, c'est vraiment la protection, ce sont l'ensemble des règles qui protègent, entre parenthèses, humainement, voilà, les personnes pendant les conflits armés, les personnes qui ont cessé de porter armes, qui portaient armes et qui ont cessé de porter armes, et dont le statut a changé. Ils étaient des belligérants, mais maintenant ils sont vraiment des blessés, ex-belligérants, si je peux dire, et des blessés et des malades. Il y a voilà, toutes les dispositions des deux premières conventions voilà, qui donnent des garanties d'humanité, voilà, de protection de ces gens-là. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, l'emblème est depuis 1864. Si vous vous rappelez jusqu'à quel point vraiment l'humanité, ils étaient en avance par rapport à même réfléchir à mettre en place un signe distinctif qui a une symbolique ou un symbole ou une interprétation de protection, d'humanisme pendant les conflits armés. Voilà, l'emblème aussi, voilà, c'est un signe voilà, de protection des personnes blessées, de tout le corps sanitaire, et aussi le matériel sanitaire, comme on a parlé la dernière fois, l'emblème qu'on trouve sur les ambulances, les hélicoptères, voilà, le moment de la guerre même, voilà, les bateaux militaires et ainsi de suite, les navires militaires, pardon, et ainsi de suite. Les combattants même, une fois ils sont capturés, par exemple, si voilà, je m'enchaîne un petit peu vers la troisième convention de Genève, une fois détenus, voilà, et même les civils, laissez-moi dire, les détenus, les civils, une fois capturés par la partie adverse, alors il y a tout le droit international des droits de l'homme, ici c'est ce qu'on appelle le noyau dur, qui doit être appliqué conformément aux règles de la troisième convention concernant les détenus, la quatrième convention concernant les personnes civiles. Alors il doit avoir voilà, un respect de la vie, de la dignité, les droits voilà, 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 le respect des convictions personnelles, politiques, religieuses ou autres. Et tout ça, vraiment, comme j'ai dit, c'est une manifestation du principe de l'humanité, du principe d'humanité, qui est un principe phare du droit international humanitaire. Alors maintenant, concernant le principe de distinction, qui est aussi un des principes vraiment très importants sur lesquels s'est bâti le droit international humanitaire,
Alors, généralement, comme on l'a déjà dit pas mal de fois, les parties à un conflit ils sont appelés en tout temps, bien sûr, à faire la distinction entre la population civile et les combattants. Bien sûr, de façon à épargner ces derniers, voilà. Et aussi les biens civils, voilà, du champ de bataille. Voilà, normalement les attaques, comme on va voir dans les méthodes et moyens de guerre, l'exposé qui va venir, les attaques ne seront dirigées que contre, bien sûr, les attaques, les objectifs militaires et non les objectifs civils. Bon, les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas directement aux hostilités, bien sûr, ils ont le droit, en vertu du droit international des droits de l'homme, ils ont le droit au respect de leur vie, de leur intégrité physique et morale aussi. Bon, ces gens-là, bien sûr, les personnes qui ont cessé de porter voilà, part aux hostilités ou soit la population civile, ils sont en toutes circonstances protégés sur la base, en vertu de ce principe de distinction et bien sûr d'humanité à la fois. Vous voyez quel est ce lien entre les différents principes. Ces personnes-là, ils doivent être bien sûr protégées et traitées avec humanité sans aucune distinction, comme a été bien stipulé dans l'article 3 commun aux quatre conventions, le mini-article qu'on appelle. Voilà, ils doivent être traités d'humanité et sans aucune distinction de caractère défavorable. Alors, la première des choses, le principe de distinction, c'est distinguer entre bien militaire et bien civil, distinguer entre population civile et combattants, et bien sûr, au sein de la population, par exemple, population civile, encore une fois, il faut respecter le principe de distinction. Bien sûr, il faut toute personne, soit population civile, soit des détenus, soit des blessés aussi, bien sûr, ils doivent être traités sans distinction à caractère défavorable, ni sur la base de la religion, du sexe ou conviction, comme on a déjà bien sûr cité. Il est bien sûr interdit, si je peux donner comme un exemple, de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou qui est hors du combat. Mais dans l'assise juridique, tout à l'heure j'ai cité l'ouvrage, vraiment l'un des importants ouvrages qui ont été élaborés par le CICR en 2005, c'est les règles coutumières du droit international humanitaire, comme j'ai dit, il est téléchargeable. Alors, vous allez, cet ouvrage, il a été rédigé sous format règles. Vous allez trouver règle 1, règle 2, règle, ce sont des règles coutumières. Et si on revient par exemple, la première règle dit que, bien sûr, que les parties au conflit, j'ai devant moi, je lis un petit peu, bien sûr, j'ai devant moi l'ouvrage. Il dit que les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre civils et combattants. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des combattants. Les attaques ne doivent pas être dirigées contre voilà, les civils. Ça, c'était vraiment la première règle qu'on trouve dans cet ouvrage-là. Bien sûr, il y a pas mal d'explications, pas mal d'exemples. Si vous revenez à l'ouvrage, on trouve que voilà, il y a l'assise juridique, par exemple, c'est ce principe de distinction. Comme j'ai été dit, c'était une règle coutumière, mais qui a été par la suite codifiée et qui a pris le format d'une règle de droit international humanitaire qu'on trouve bien sûr explicitement, notamment dans le protocole, le premier protocole et le deuxième protocole, bien sûr, qui veut dire que c'est une règle qui doit être respectée à la fois au moment pendant les conflits armés non internationaux et les conflits armés internationaux. Moi, je vais vous citer quelques exemples concernant les conflits armés non internationaux, le principe de distinction, bien sûr, notamment, si je prends l'exemple juste, voilà, distinction entre combattants et civils, il y a aussi qu'on a dit tout à l'heure que la distinction, bien sûr, est entre bien civil et militaire. Alors, il y a pas mal d'articles, là où on trouve le principe énoncé, notamment l'article 48, 51, paragraphe 2, voilà, du protocole additionnel premier, et aussi on va trouver le même principe dans le deuxième protocole. Alors, toujours avec